introduction et méthode. En même temps, dans l'antenne, vous mettez définition de l'épidémiologie. Définition de l'épidémiologie. Vous mettez que c'est l'étude, l'épidémiologie, c'est l'étude de la distribution, c'est l'étude de la distribution et des déterminants, c'est-à-dire on étudie à la fois la distribution et les déterminants de la fréquence des phénomènes de santé dans les populations humaines. C'est l'étude de la distribution et des déterminants de la fréquence des phénomènes de santé dans la population humaine. Donc globalement, il n'y a pas le mot maladie, il n'y a pas le mot individu. Dans l'épidémiologie, donc, il s'agit de populations, c'est des populations entières qui sont étudiées, d'accord? Ce n'est pas un individu. Il est certain qu'on ne peut pas étudier une population si nous n'avons pas intégré tous les individus. Mais nous ne pouvons pas les intégrer tous dans les détails. Nous allons tirer de ces populations des phénomènes généraux avec une plus ou moins grande fréquence qu'on va essayer de l'appliquer à l'individu. D'accord? Ça va de l'individu vers la population, l'ensemble de la population va retourner et faire profiter l'individu. Donc c'est ce qu'on appelle le système d'induction et de déduction des phénomènes de santé dans la population. Je dis aussi phénomènes de santé parce que nous ne parlons pas que de maladie. C'est à travers la comparaison de ce qui est malade et de ce qui n'est pas dans la population que l'épidémiologie travaille et met en place ses méthodes et ses interventions. Il ne suffit pas de dire dans une étude sur une toxi-infection alimentaire collective que 90% des malades ont mangé du fromage pour dire que c'est le fromage qui est responsable. Parce qu'il se peut qu'il y ait parallèlement beaucoup plus de non-malades qui ont mangé du fromage et qui ne sont pas malades. On avait dit 90% des malades ont mangé du fromage. Mais il y a 95% des non-malades qui ont mangé aussi du fromage. Il se trouve qu'ils sont plus nombreux. D'accord? Donc, l'idée de l'épidémiologie, c'est toujours d'être à cheval dans la comparaison du malade et du non-malade pour pouvoir établir sa problématique et sa méthodologie. Il faut faire toujours, donc c'est les phénomènes de population, c'est les phénomènes de santé, malade, pas malade, sain ou malade, etc. Toujours à comparer en gros pour pouvoir établir ces résultats. Donc la distribution, c'est tout ça, c'est les pourcentages, les statistiques, le nombre, qu'il faut toujours comparer. Et les déterminants, le déterminisme et la philosophie, c'est la philosophie des causes, c'est la philosophie de l'enchaînement des causes. Quel est le premier effet? Qu'est-ce qu'il a entraîné? Le premier effet, après la première cause, a été la cause aussi d'un autre effet. C'est ce qui étudie l'épidémiologie, elle étudie l'enchaînement des causes dans l'apparition des phénomènes de santé de la population, maintenant de la maladie, mais aussi de la bonne santé. Qu'est-ce qui a fait maintenant que certains dents sont plus robustes que d'autres? Parce qu'elles sont plus soumises à une eau fluorée que les autres. C'est le cas maintenant des populations, de certaines populations du sud du pays. Population tout gourde est réputée pour avoir des dents plus saines que le reste de la population algérienne parce que les eaux environ de Tougourde sont des eaux très fluorées qui fortifient les dents. Donc vous voyez, on ne s'est pas occupé dans le cas avec pour faire une conclusion de malade, on s'est occupé d'absence de maladie. Pourquoi? C'est que les dents sont fortes parce que la raison est celle-là. Donc, ça va être utilisé comme maintenant une possibilité de traitement dans d'autres populations. Il y a actuellement des dentifrices fluorés. Maintenant, on met beaucoup de fluor pour que les dents soient fortifiées. Là, maintenant, on s'est rendu compte maintenant que certaines populations avaient à un moment donné de l'histoire d'Algérie, plus maintenant, les populations maintenant de Kabylie avaient plus de goitres chez les femmes que les autres. On s'est rendu compte que c'était par manque du hôte que cela survenait. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Algérie? Pour tout le pays, elle a institué
une réglementation qui fait que tout le monde, ceux qui fabriquent du sel, doivent le iode. Ils doivent mettre du iode dans le sel. Les résultats sont vraiment impressionnants. Quelques années après, ce phénomène a disparu. Après l'iodation du sel, la réglementation, parce que le sel est la denrée que tous les Algériens utilisent pour l'alimentation, c'était un moyen pour pouvoir faire reculer cette endémie de goitre, d'immenses goitres extraits qu'on retrouve dans certaines régions montagneuses du pays, du fait que l'iode est un métal lourd. Il se trouve dans les basses altitudes, à côté des mers, mais il ne se trouve pas souvent en hauteur. Donc on a supplémenté l'alimentation canard en iode par le biais du sel et nous avons enlevé cette caractéristique dans la population. Donc voilà l'épidémiologie. C'est la distribution des phénomènes de santé à comparer, pas seulement de la maladie. C'est rechercher les déterminants, les causes de ces phénomènes de santé dans la population entière. C'est des phénomènes de santé entiers, ou le malade, les deux. Et c'est dans toutes les populations, non dans les individus. Elle va procéder comme le reste de la médecine, elle va avancer par étapes logiques et méthodiques. Le médecin clinicien va examiner son malade, l'examen physique, l'interrogatoire, il se fait une idée de ce qui peut présenter comme pathologie à travers les connaissances théoriques qu'il y a de certaines maladies et de l'apparition des signes et des symptômes qui les devancent, et il va essayer d'étayer le diagnostic théorique par des examens, une analyse, etc., des radios et la chirurgie. Il fait son diagnostic, il intervient, il traite, et le malade va l'interpeller, est-ce qu'il est guéri, les examens vont montrer qu'il est guéri, il rentre chez lui. L'épidémiologie va faire de même. Elle va s'appeler épidémiologie descriptive d'abord, la première approche. Ça va s'appeler épidémiologie descriptive parce qu'elle va commencer par faire le constat de la population qu'elle va examiner, l'examen physique, les caractéristiques, les taux, les indicateurs de santé qu'il y a dans cette population, et elle va émettre une idée comme le clinicien sur la possibilité de la cause de ces taux élevés ou là-bas dans la population qu'elle va essayer d'expliquer parce qu'elle appelle l'épidémiologie analytique. Deuxième approche de l'épidémiologie. La première, c'est celle que je viens de décrire, l'épidémiologie descriptive. La deuxième, dans l'approche progressive TAHA, dans la résolution des phénomènes de santé collectifs, c'est l'épidémiologie analytique. L'épidémiologie analytique, je vais vous la montrer après, on va en parler, c'est les études longitudinales de cohortes exposées, non exposées, ou bien cas témoins, par lesquels on peut vérifier si réellement, par le calcul mathématique d'indices, etc., si réellement l'objet incriminé comme étant, le facteur de risque incriminé comme étant responsable de la maladie, il l'est vraiment. D'accord? Une fois qu'on a établi que c'est ça, nous aussi on intervient. On vaccine, on fait de l'éducation sanitaire, on traite, prophylaxie, par des antibiotiques, pour peu que la maladie recule, nous aurons établi, comme le clinicien, que nous avons vu juste dans l'approche descriptive, que nous avons fait la bonne chose en faisant l'épidémiologie puisqu'elle a montré la cause, et quand on est intervenu, ça a bien reculé, donc c'est ça. Mais souvent, quand on travaille en population, on oublie d'évaluer. On oublie souvent d'évaluer. Donc, l'épidémiologie évaluative est aussi une donnée caractéristique de l'épidémiologie qu'il ne faut jamais oublier. D'accord? Alors que le clinicien, souvent, quand il oublie d'évaluer, le malade le lui rappelle. Dans son lit d'hôpital, il ne peut pas ne pas évaluer tous les jours son malade, parce qu'il est là, il l'attend. Dès qu'il rentre, donc il ne sortira qu'une fois que la maladie guérit. Même si c'est un autre médecin, l'évaluation se fait par le malade dans le cas d'une maladie particulière. Mais dans les populations, il faut que le médecin épidémiologiste ou l'équipe médicale chargée du travail, ce n'est pas que l'épidémiologiste qui travaille c'est le radiologue, c'est le chirurgien, c'est l'interniste. Le travail en population se fait par tout le monde. Donc il faut que cette équipe pense d'elle-même à évaluer sur le terrain ce qu'elle a fait. Donc première approche, vous mettez grand 1, épidémiologie descriptive. Donc c'est la première approche. Épidémiologie descriptive.
quelle est la définition de l'épidémiologie descriptive? Vous mettez, elle étudie la distribution et la fréquence. Il étudie la distribution et la fréquence des phénomènes de santé, rien n'a changé pour l'instant, en fonction de caractéristiques de personnes, de lieux et de temps, de la collectivité. Je reprends, elle étudie la distribution et la fréquence des phénomènes de santé en fonction de caractéristiques de personnes, de lieux et de temps de la collectivité. De la collectivité. Donc la définition de l'épidémiologie, tout à l'heure, c'est à peu près ce qu'on vient de dire, sauf que tout à l'heure, on a parlé de déterminants. On n'en parle pas pour l'instant, parce que nous sommes dans le descriptif, on ne parle pas encore de cause. On a dit, nous sommes dans l'anamnèse, comme les cliniciens, dans l'interrogatoire, dans l'examen physique, mais les causes. On n'est pas encore aux causes. On est en train de décrire d'où l'évacuation du mot déterminant, qui est la science des causes, dont on ne parle pas pour actuellement et dont on va parler quand on va faire de l'épidémiologie analytique. On a parlé aussi de la façon de la faire, comment on va décrire dans cette épidémiologie descriptive. Il s'agira de quoi? Il s'agira de décrire des personnes, bien sûr, mais dans le contexte d'évolution, dans le contexte de vie. C'est-à-dire qu'on va parler de ces personnes, de leurs caractéristiques, leur âge, le sexe, le niveau socio-économique, etc. Et on va parler aussi de lieux, des lieux où ils vivent. Les lieux où ils vivent, ce sont de grands déterminants de la santé. Les maladies du désert ne sont pas les mêmes maladies que ceux de la montagne. Les maladies des pays tempérés ne sont pas les mêmes que celles des pays chauds. Selon l'endroit où on va vivre, on a tendance à avoir les maladies de cette région. Si Bekri c'était uniquement lié à la nature de l'endroit où on vit, maintenant c'est lié aussi à la pollution de l'endroit où on vit. D'accord? Il se peut que l'endroit où on vit soit pollué, donc les maladies seront bien sûr plus fréquentes que l'endroit où cela n'est pas pollué. Le temps aussi. Bien sûr, le temps, en fonction des années où vous vivez vous-même, où vous naissez, par exemple, dans l'histoire de l'humanité, naître dans les années, vivre comme adulte dans les années 40 en Algérie, fin des années 30 et fin des années 40 maintenant. À l'époque, on était dans une situation où il y avait de grandes épidémies de typhus exanthématique, nous avons de grandes épidémies de méningite, de choléra, de typhoïde. Donc le contexte des maladies de l'époque, c'était le temps des rana. Il y a même des livres qui s'appellent le temps du choléra. Il y a le lieu où vous habitez Blida, vous serez peut-être plus à risque que celui qui habite maintenant à Adrar, etc. Donc, le lieu en fonction aussi de la période. La période de temps veut que certaines pathologies sont intimement liées de par même la nature des choses. Si on prenait maintenant les accidents de la circulation, ils vont être plus fréquents à 5 heures. Les heures de pointe, d'accord, il y en a moins à midi. Si on veut parler de paludisme, il a la réputation de donner des fièvres qu'on appelle vespérales, le soir. On ne fait pas de la fièvre quand on a le paludisme à 8 heures du matin, on fait toujours la fièvre le soir. On est souvent piqué le soir, c'est une maladie, une piqûre de la nuit. Actuellement, certaines infections virales transportées par le fameux moustique tigre vont se faire transmettre plutôt le matin et pendant la journée. C'est ce qui distingue de l'amophèle. Donc la notion de temps va être déterminante, va être essentielle dans la considération de la réflexion des causes. D'accord? Mais c'est au niveau de la réflexion des causes, après pour étudier, il faut organiser des enquêtes. Après la définition de l'épidémiologie descriptive, vous mettez grand B, quels sont ses objectifs? Grand B, donc, objectif. Quels sont les objectifs?
quels sont les objectifs de la santé publique? Le premier objectif TA, c'est la santé publique. C'est un objectif de santé publique. Et alors vous écrivez la description des caractéristiques de certaines pathologies et de leur fréquence. La description de caractéristiques de certaines pathologies et de leur fréquence permet de prendre des mesures de prévention. Donc en santé publique, des fois, quand on connaît les causes, on connaît l'extrait, il suffit de voir la quantité de maladies, de mesurer la quantité de maladies qu'il y a et on prend des mesures. Vous allez voir, quand vous allez voir les investigations d'une épidémie, cette fois, un seul cas de choléra nous a situé dans des mesures d'enquête, des mesures de prise en charge de la population, comme si c'était une grande épidémie. Parce que le choléra, nous l'avons oublié, nous l'avons éliminé, pas éradiqué, depuis 1996 en Algérie, il y avait plus de 4 ans. Donc, quand c'est à la fin, on considère que c'est une épidémie, on a agi en conséquence, on n'a pas besoin de faire de l'épidémiologie analytique, sachant très bien que normalement, il ne devrait plus y avoir de cas de choléra. Donc, en santé publique, c'est ça. Quand on décrit un indicateur selon que par exemple, il y ait un certain nombre de cas définis, on va prendre des mesures définies aussi. Un cas de typhoïde ne nous aurait pas fait prendre des mesures anti-épidémiques, parce que la typhoïde sévit à l'état endémique pratiquement toute l'année, encore en Algérie depuis des années. La typhoïde, tout le temps, dans toutes les régions du pays, il n'y a pas une région où on ne déclare pas 2-3 cas régulièrement, pratiquement par semaine, par mois, il a fait les comptes. Nous savons que ça existe, nous savons que c'est à l'état endémique, donc on ne prend pas souvent les mesures anti-épidémiques qu'il faut. Ce n'est pas le cas du choléra, où un seul cas nous a permis, ou là nous a obligés à prendre tout un arsenal de mesures anti-épidémiques. C'est ça l'intérêt et l'objectif de la santé publique dans l'épidémiologie descriptive quand on recherche des indicateurs d'une pathologie. Le deuxième objectif, c'est la recherche scientifique. Le deuxième objectif, c'est la recherche scientifique. La recherche scientifique, vous mettez la répartition des phénomènes de santé permet d'émettre des hypothèses causales. L'étude de la répartition des phénomènes de santé, l'étude de la répartition des phénomènes de santé permet d'émettre une hypothèse causale. Une hypothèse causale, c'est-à-dire une hypothèse sur la cause, hypothèse causale, sur la cause de cet indicateur, hypothèse causale. C'est ce qu'on fait en médecine clinique aussi. La partie descriptive, la partie anamnèse, interrogatoire, vous permet d'émettre des causes. Là où il a un catalogue nasal, il a un virus, donc je vais penser à la grippe dans un contexte, bien sûr, d'épidémie. Il a une pâleur des paupières médecines, il a fait dans un contexte de pâleur générale et tout ça, je pensais à une anémie. D'accord? Mais je pense à une anémie, je fais un prélèvement, je mesure d'abord le nombre de globules rouges qu'il a, les autres facteurs liés à la mesure de tout ce qui est hématocrite, cela me permettra de poser le diagnostic. Mais j'ai émis une hypothèse parce que les signes étaient en faveur d'une anémie. Je peux me tromper. La même chose en épidémiologie descriptive. Je vois certains indicateurs qui s'élèvent et tout, je vais penser à une cause liée soit à l'eau, soit à la population, etc. Et à ce moment-là, je vais essayer de la confirmer par une autre méthode
qui est celle de l'épidémiologie analytique qu'on verra, mais en attendant, j'ai mon hypothèse causale, j'ai à peu près une hypothèse sur la cause. Maintenant, on continue toujours avec l'épidémiologie descriptive, vous mettez grand C, méthodes. Quelles sont les méthodes? Et c'est là que je vous ai dit, nous parlerons en même temps de méthodes. Quelles sont les méthodes de l'épidémiologie descriptive? Donc vous mettez grand C, méthodes. Les méthodes. Vous mettez les différentes composantes. Les différentes composantes de l'état de santé d'une population. Les différentes composantes de l'état de santé d'une population sont exprimées par l'intermédiaire d'indicateurs. Vous allez faire un cours entier sur les indicateurs, c'est sûr, ça aussi c'est l'introduction. Et vous introduit des termes qui feront l'objet d'une étude plus complète. Indicateurs. Les indicateurs, c'est-à-dire qui vont vous montrer du doigt, c'est plus parlant en arabe, donc des indicateurs qui vont vous montrer du doigt la nature du problème. Donc, les différentes composantes de l'état de santé d'une population sont exprimées par l'intermédiaire d'indicateurs. Les indicateurs hadou, ce sont souvent, vous mettez entre parenthèses, des taux. Et vous allez avoir un cours qui va vous définir et ce que c'est que les indicateurs et ce que c'est que les taux. Les taux, vous allez voir avec le docteur Gershani, c'est une mesure d'un phénomène de santé à l'intérieur d'un système complexe où on va essayer de trouver le nombre d'événements survenus dans une population donnée par rapport à l'ensemble de la population qui est exposée. Par exemple, chercher le taux de diabétique non insulinodépendant dans une population, chercher leur incidence. On va donner tout à l'heure un exemple. C'est un taux d'incidence. L'incidence d'une pathologie, on va le voir tout de suite, c'est la mesure du nombre de nouveaux cas qui survient dans une population donnée au cours d'une période donnée. Donc, comment vous allez la mesurer? Vous allez voir les nouveaux cas de cette année d'incidence rapportés à tout l'ensemble des malades qui auraient pu être malades. Ça pourrait être d'un point de vue général, si on prend tous les diabétiques confondus, toutes les natures du diabète confondues, tout le nombre au numérateur et au dénominateur, nous mettrons toute la population concernée par cette mesure. Comme cela pourrait être un taux de diabétique non insulinodépendant, l'incidence du diabète non insulinodépendant qui ne concerne qu'un certain âge et qui ne concerne pas les enfants, bien que maintenant on est en train de revenir sur la question, mais on reste dans le classique, l'académique veut que c'est à partir de 35 ans qu'on peut attraper le diabète non insulinodépendant. Donc, le dénominateur, on va mettre chez les gens âgés de plus de 35 ans. Et ça va constituer l'incidence du diabétique non insulinodépendant parmi la population exposée. Maintenant, celle qui aurait pu le faire, alors que le reste n'est pas exposé. Quels sont les taux hadou? Quels sont les taux, à titre d'exemple? Premièrement, les taux qui mesurent, premièrement, la morbidité. Les taux de morbidité. Kaizouk, c'est l'incidence d'une pathologie et la prévalence d'une pathologie. Les deuxièmes, ce sera la mortalité. Et là, vous vous référez au cours sur les indicateurs. Vous avez un cours sur les indicateurs. Pour l'incidence, on va la définir. Même si vous allez la définir, on la reprend quand même. Mesure. Donc, premièrement, mesure de la morbidité, les taux de morbidité. Le premier taux de morbidité qu'on connaît, c'est l'incidence. Donc, petit a, l'incidence. Incidence d'une
maladie ou des phénomènes de santé, il a fait. Vous mettez que c'est le nombre de nouveaux cas de maladie. C'est le nombre de nouveaux cas de maladie rapporté à l'effectif total de la population exposée au cours d'une période donnée. Je reprends, c'est le nombre de nouveaux cas de maladie rapportés à l'effectif total de la population exposée au cours d'une période donnée. Entre parenthèses, vous mettez que cet indicateur, je reprends, c'est le nombre de nouveaux cas de maladie rapportés à l'effectif total de la population exposée au cours d'une période donnée. Vous avez l'incidence d'une pathologie, on la mesure sur une année, sur un mois, ou là, quand c'est sur une petite période, on appelle ça un taux d'attaque, vous allez voir toutes ces subtilités avec le docteur Gersheni qui va vous faire les indicateurs. C'est un indicateur, l'incidence, c'est un indicateur utile à la recherche clinique. Il est très utile en recherche clinique. Ce qui permet de connaître le taux d'attaque et la dangerosité et l'agressivité d'une pathologie. Une pathologie qui a un taux d'attaque de 1 pour 1 million, où là, un taux d'attaque, c'est pratiquement inutile à étudier. Mais quand ça commence à être vraiment des taux importants de l'extra, on commence à s'intéresser à la maladie, d'autant plus que si elle est grave, qu'on doit trouver des solutions rapidement. Le deuxième indicateur de morbidité qui est un taux aussi, c'est la prévalence. La prévalence, c'est le nombre total de cas existants au cours d'une période donnée. Maintenant, ce n'est plus les nouveaux cas. Même les cas donc, ce n'est pas uniquement ce qui s'est produit cette année. C'est l'ensemble de ceux qui existent cette année. Je reviens au diabète. Il y a au cours de cette année des diabétiques qui sont là depuis 20 ans, depuis 19 ans, depuis 10 ans, depuis l'année faite. On va tous les prendre en compte pour mesurer la prévalence de la pathologie. Par contre, si on s'intéressait à l'incidence du diabète, mais les gens qui ont pour connaître le taux d'attaque de cette pathologie. Donc vous écrivez pour la prévalence que c'est le nombre total de cas existants au cours d'une période donnée rapporté à l'effectif total de la population exposée. Là, cet indicateur, il a un grand intérêt en santé publique. Je reprends. C'est le nombre total de cas existants au cours d'une période donnée rapporté à l'effectif total de la population exposée. C'est un indicateur d'un grand intérêt en santé publique. La santé publique, elle a besoin de connaître la prévalence aérienne parce qu'elle ne va pas jeter à la mer les malades qu'elle a fait. Donc, s'il y a lieu de planifier en santé publique, acheter le nombre de, par exemple, de diamicron ou acheter le nombre de boîtes de glucophage, il faut tenir compte de tout le monde. Tous ont besoin de diamicron. Donc, on va chercher la prévalence de la maladie pour prévoir le nombre d'insuline qu'on doit ramener. Donc, la prévalence est plutôt un sujet de préoccupation des planificateurs et des décisionnaires en santé publique. Donc là, il y a une petite confusion. Par exemple, si j'ai été moi-même surpris, j'ai été dans le jury du docteur Mohamed, qui est un pharmacologue à l'université de Blida, qui a fait sa thèse justement sur l'histoire du diabète en Algérie. Quand on regarde notre environnement immédiat, on a l'impression que toute l'Algérie est diabétique. On a tout le monde est diabétique, beaucoup de diabétiques. Mais en fait, avec Mohamed, on s'est rendu compte que ce qui apparaît comme année, c'est vraiment très minime. Et ça réjouit quand même. Il y a peu de jours. Vous voyez que cette impression vient du fait que c'est une maladie qu'on traite bien
qui quand même a gardé comme une grande survie, une grande, etc., c'est parce qu'il y a des gens qui sont diabétiques depuis 30 ans, depuis 20 ans, qu'on a l'impression que tout le monde est diabétique. Ça n'apparaît pas tout le temps. Là, l'incidence est faible. L'incidence du diabète n'est pas aussi. Parce que là, c'est pour ça qu'on a l'impression que tout le monde est diabétique. Mais quand on exprime la phrase, on a l'impression qu'on devient tous diabétiques tout le temps. Non, en fait, c'est une vision vague qui fait que, quand il a fait son étude, il a montré que pour tout le territoire national, l'incidence de la pathologie n'est pas identique à la prévalence. Il y a un énorme écart. Autant il y a quelques milliers de cas, c'est vrai que c'est assez important, autant il y a des millions de cas qui sont présents. Donc en fait, la maladie est lourde pour la santé publique. Je reviens à la santé publique parce qu'elle tient compte de tout le monde. Elle est très très chère, elle est onéreuse, parce que tout le monde est pris en charge. Tout le monde prend ses médicaments gratuitement. Tout le monde est traité. Là aussi, c'est des choses que nous devons prendre en compte pour parler de l'Algérie. Là-dessus, je vais faire le vieux. Je suis vieux. Je vais faire le vieux. Moi, je vous le dis honnêtement. C'est quand même très très important. Tout le pays, etc., tous nos malades diabétiques, tous ils ont la carte chiffre, tous ils ont le microphage, tous ils ont l'insuline, c'est comme extraordinaire. On a souvent qui met dans le verre à moitié plein, il est à moitié vide. Ça nous quand beaucoup d'efforts, il est à moitié plein aussi. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se font. Et je crois que ça aussi, c'est bon à souligner, quand même, malgré les problèmes du système de santé, malgré, il y a quand même des choses extraordinaires qui se font, qu'on doit tous positiver, qu'on doit tous saluer, qu'on doit tous, etc., et dont on doit tous être fiers. Et c'est là mon rôle de vieux. Je suis fier de tout ça, je le dis. Maintenant, pour moi, c'est ça. Nous faisons beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'insuffisances peut-être. Il y a, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire, de très important pour l'Algérie et pour nous tous Algériens. Je continue en disant que pour ce qui concerne les mesures de mortalité, vous allez faire, il va vous parler, M. Gachani, il va vous parler de toutes les formes de mortalité, des mesures de mortalité, qu'elles soient générales, qu'elles soient spécifiques à une population, qu'elles soient, etc., spécifiques à un genre, par exemple, chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants. Donc vous aurez tout un cours avec des exercices à faire, 2 cours à faire sur ça, donc ce n'est pas la peine que je m'attarde dessus. Je vais quand même vous parler en 3e position, on a des sources de données. C'est-à-dire quand on parle des pétroliers, on a les chiffres des trous, les chiffres, le numérateur, dénominateur, on aura des chiffres par exemple devant chaque trou, on aura quelque chose qui est égal à un certain nombre au numérateur et un autre nombre au dénominateur, bien sûr, il est inclus. On va parler de ça. Vous mettez le numérateur des taux. Le numérateur des taux. Il provient des déclarations et de la surveillance des maladies. Il provient de la déclaration et de la surveillance des maladies. Ainsi que des données hospitalières. Ainsi que des données hospitalières. Et des registres de maladies et des registres de maladies et de décès qui existent en permanence. D'accord. C'est-à-dire le numérateur, il y a plusieurs sources, on va le chercher. On va le chercher. Je répète. Le dénominateur,
Et de décès en permanence. Et de décès qui existent en permanence. Tout ça existe en permanence. Nous l'avons tout le temps. Maintenant, ce numérateur fou, le numérateur fou, va être le nombre de maladies qu'on cherchera dans ce qui a été déclaré. Puisque les maladies, il y a beaucoup de maladies qui sont à déclaration obligatoire maintenant. Par rapport au nombre de personnes qui sont soumises à cette maladie, d'accord, on dit où le taux. Ça pourrait être aussi des registres à l'hôpital. Il nous arrive d'aller au registre des urgences. Et par exemple, pour ma part, par exemple, pendant la surveillance de l'épidémie de grippe passée, saisonnière, nous allons bien sûr, nous avons surveillé à l'hôpital les cas compliqués au CHU. D'accord. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller à côté dans certaines polycliniques. J'ai envoyé mes résidents et j'ai été moi-même plusieurs fois. On a essayé de récolter le nombre de syndromes grippaux, en général, qui ont été vus au cours de cette période, par ailleurs, dehors, au-delà de l'hôpital. D'accord. Donc, c'est une façon aussi d'avoir un certain autre taux. Combien de grippes compliquées chez nous, mais aussi sur combien de grippes signalées un peu partout dans Sidi Mohamed. D'accord. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir ces informations. Donc, c'est les registres des polycliniques, le registre de l'hôpital, où elles sont signalées, tout ça c'est le numérateur. Il arrive qu'on ait une autre forme de numérateur, ce qu'on appelle les registres de maladies. Ces registres de maladies, ce sont des registres exhaustifs de recueil de pathologies données. Par exemple, certains cancers, ou les tous, les cancers font l'objet d'un signalement par le registre des cancers. Maintenant, on a au niveau d'Alger, de Blida et de Tizi Ouzou, avec Mme Hamouda, un registre régional des tumeurs. On met dedans, pourquoi ces régions? Parce qu'on estime que c'est des régions qui échangent entre elles les malades. Blida, Tizi Ouzou, Alger, ça change beaucoup, la radiothérapie. Donc, pour ne pas surévaluer, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on a beaucoup, parce qu'en fait, celui qui n'a pas trouvé de rendez-vous à Tizi va à Blida, celui qui n'a pas à Blida va essayer de venir à Alger, et on fera à force de tourner. Et il y a bien que c'est les mêmes malades, mais à force d'être dans 3 CHU, des fois on a l'impression que c'est 3 fois plus qu'on ne pense. Donc le registre va nous permettre un signalement exhaustif, détaillé de chaque malade. Si bien que quand il va être enregistré à Blida, sur le dossier informatique, on verra tout de suite que c'est en fait le même nom, la même personne que celui qui était à Mustapha dans pour une seule fois. D'accord. Donc ces registres liés autant à l'informatique qu'à des registres réels où il y a le nom, le prénom, un certain recueil systématique fait de la même façon pour tout le monde, bien sûr, pour assurer les comparaisons. Il faut connaître la date de naissance de tout le monde, l'adresse de tout le monde, la pathologie de tout le monde, les examens faits sur tout le monde, radiothérapie, chimiothérapie, la chirurgie. Donc tous ces registres nous permettent d'établir un vrai numérateur, un vrai, c'est-à-dire pas celui qu'on a recueilli 3 fois, alors que c'était le malade qui était passé en chirurgie, puis en chimiothérapie, puis en radiothérapie, on a l'impression que tu es 3. Et s'il est passé 3 fois, par exemple, à Tizi, à Blida, ça va faire 9 malades alors qu'il n'y a qu'un seul. D'où l'importance de ce qu'on appelle les registres d'épidémiologie, le registre des maladies. Ça veut dire c'est le recueil exhaustif, personnalisé pour chaque cas, qui fait qu'il ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois. D'accord, pour les registres. C'est donc l'ensemble de tous ces registres qui peuvent nous fournir le nombre de malades et de décès qui existent et qui sont tenus de façon permanente. Cependant, vous allez mettre que il existe des enquêtes épidémiologiques. Il existe des enquêtes épidémiologiques appelées enquêtes transversales. Il existe des enquêtes épidémiologiques appelées enquêtes épidémiologiques transversales qui sont utilisées pour obtenir
ce numérateur, le nombre de malades, c'est-à-dire le nombre de malades qu'il y a au numérateur, mais de façon ponctuelle et pas permanente. De façon ponctuelle et non permanente. Ces enquêtes sont souvent faites en l'absence de données d'enregistrement. Quand on n'a pas de données d'enregistrement, on peut faire une enquête et les obtenir. En l'absence de données d'enregistrement, on peut faire ces enquêtes. Mais aussi, on peut vérifier la validité des chiffres par ces enquêtes. C'est un peu paradoxal de dire qu'une enquête peut vérifier une donnée enregistrée, mais c'est vrai, des fois, pour voir s'il n'y a pas des oublis. Parce qu'être exhaustif et tout ne veut pas dire que nous avons tous les malades. Des fois, quand on fait une enquête, on se rend compte que nous en avons oublié beaucoup. Donc l'épidémiologie qui est, vous mettez entre parenthèses, un véritable sondage. Elle se fait par sondage, les enquêtes épidémiologiques par sondage, appelées enquêtes transversales, vont nous donner les chiffres que nous n'avons pas par les sources habituelles d'enregistrement. Vous allez aussi faire l'enquête transversale, elle fera l'objet d'un cours complet. L'enquête épidémiologique, plus elle va vous montrer que ça se fait par échantillon.